Est-ce que vous êtes là? Bonjour, bonjour, Corinne Bombardieri, Roquier. Alors, est-ce que les premiers invités peuvent se manifester pour me faire un petit signe? Bonjour, bonjour, je vois un premier bonjour. Bienvenue, bienvenue dans ce webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, juste pour me signifier que vous avez bien du son et de l'image et que tout est OK pour vous. Je vais attendre encore une petite minute histoire d'avoir des confirmations de votre côté. Si au niveau de la technique, c'est OK. Bienvenue, bienvenue. Le son est OK. Merci beaucoup pour ce feedback. L'image, le son, c'est bon pour vous? OK. Apparemment, c'est bon. Voilà, n'hésitez pas au fur et à mesure que vous arrivez, à me faire un petit feedback. Alors, je suis ravie de vous accueillir, chers invités, pour ce premier webinaire. C'est une première pour moi, donc merci pour votre indulgence en priorité. J'ai cru comprendre que vous veniez d'un petit peu partout, donc j'en suis enchantée. Donc je vous dis bonjour aux invités parisiens, aux invités bretons, aux invités du centre et du Poitou-Charentes, de l'Anjou également, et puis on a aussi des invités qui nous viennent au-delà des mers, du Maroc, d'Algérie, d'Inde. Donc merci beaucoup pour votre attention. Alors, je vais vous présenter donc ce webinaire que j'ai intitulé Évolution professionnelle, les 5 clés d'une stratégie gagnante, et vous dérouler sans plus attendre le sommaire pour vous expliquer un petit peu ce que nous allons voir ensemble pendant ces 35-40 minutes. Alors, comment réussir votre transition professionnelle et construire une stratégie efficace? Ça, c'est un premier point que nous verrons ensemble. Ensuite, pour ce que nous allons voir ensemble, c'est aussi pourquoi il est essentiel de vous créer un cheminement personnalisé qui va respecter votre écosystème personnel et ce qui fait sens pour vous dans une évolution professionnelle. Nous verrons ensemble aussi, grâce à cette conférence, eh bien, vous comprendrez mieux comment valoriser vos ressources et vos potentialités personnelles pour construire sereinement la prochaine étape de votre parcours professionnel. Et enfin, comment vous y prendre, comment s'y prendre pour s'investir, investir sur vous et mettre en œuvre la méthodologie que je vous partage ici. Voilà un petit peu les points essentiels que nous allons aborder pendant ce webinaire. Alors, pourquoi je vous offre ces 5 clés? Au fond, quelles sont les raisons qui m'amènent à choisir cette thématique-là? Eh bien, je suis partie d'un constat en 6 points. Alors, le premier point, je ne vais pas faire long parce que je crois que les personnes qui sont présentes et qui sont du public, mais peut-être aussi les personnes du secteur privé qui sont là et qui sont les bienvenus, sont un peu au courant de l'actualité. Il y a un contexte mouvant, voire très mouvant dans la fonction publique, en règle générale aujourd'hui, avec des réorganisations, des restructurations, des réformes, une injonction de modernisation de la fonction publique qui vient un peu frapper, on va dire, les organisations de travail depuis plusieurs années, voire voilà, et de façon très intensive ces derniers mois et ces dernières semaines. C'est la première raison. La deuxième raison, ce sont des exigences d'optimisation de services publics, donc qui découlent de cette première raison et qui, vous vous en doutez aussi sans doute, affectent les processus de travail et comme je l'explique ici, horizontalise les parcours professionnels. Alors je m'explique 2 secondes. Horizontaliser les parcours professionnels, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je crois, et je le constate tous les jours dans mes formations et mes accompagnements, qu'on est un peu sorti de la version, le parcours linéaire et vertical en fait, du cadre et du manager public. Et je pense que c'est vrai aussi pour le secteur privé. On va de plus en plus vers une horizontalisation des parcours avec une dimension transférabilité des compétences. Aujourd'hui, ce qu'on attend de vous dans l'évolution de votre parcours professionnel, c'est que vous soyez capable de développer des compétences
transversale et transposable d'un employeur à un autre, d'une fonction publique à une autre, de la fonction publique au secteur privé, d'un métier à un autre. Donc c'est une des raisons pour lesquelles il est important aussi de se pencher sur les clés que je vais vous présenter. Troisième raison, troisième constat, toute une série de mesures législatives qui vous invitent, vous, cadres et managers publics, à être de plus en plus en mode pilotage de votre carrière. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs la loi dite de mobilité, formation tout au long de la vie, 2007, décret d'application 2009, qui remet également encore en actualité cette question de l'agent est auteur et acteur de son devenir professionnel. Donc l'idée de reprendre ou prendre encore plus la main sur son pilotage de carrière. Quatrième constat, des ébauches de dispositifs internes dans les établissements et les collectivités. Alors, j'ose le dire ainsi, des ébauches parce que, il faut bien le reconnaître, les dispositifs internes d'accompagnement à la mobilité sont encore un peu frileusement installés dans le paysage public. Certes, et moi j'ai la chance d'avoir des clients collectivités, administrations publiques qui ont innové, qui ont osé mettre en place un certain nombre de dispositifs, mais ce serait quand même exagéré de dire que c'est généralisé pour également introduire mon cinquième point, parce que il n'y a pas véritablement encore une culture de l'accompagnement. On peut pas dire que c'est encore inscrit dans l'ADN des administrations publiques. Et puis, je l'entends régulièrement, les cadres, les managers sont encore trop souvent livrés à eux-mêmes dans la voie du changement professionnel. Pour toutes ces raisons, j'ai eu envie de me pencher plus particulièrement sur ces questions d'évolution et de mobilité professionnelle et de vous proposer cette stratégie gagnante en 5 clés. Alors, j'ai essayé de résumer en quelques questions clés les sujets que j'entends régulièrement aussi dans la bouche en fait des cadres et des managers que je croise. Je les ai résumés un petit peu comme ça. Comment s'y prendre pour franchir le cap et m'occuper de mon évolution professionnelle. J'entends aussi, voilà, j'ai envie de changer parce que je sens que je suis arrivée à la fin de quelque chose. Je suis arrivée à une étape de ma carrière où j'ai besoin d'un nouveau souffle, d'un nouvel élan. J'aime encore ce que je fais parce que je le connais, je le maîtrise, mais je reconnais que je ronronne, ça manque de challenge, ça roule, mais je m'ennuie un petit peu, j'ai besoin de me préoccuper de la suite, ou encore bien des personnes qui ont déjà décroché, qui se sentent de plus en plus en décalage avec leur environnement de travail et qui sont de moins en moins motivés. Et ça commence à les préoccuper, donc ils ont envie de se pencher sur leur évolution professionnelle. C'est juste un résumé, mais c'est pour planter un petit peu le décor de ce que j'entends régulièrement. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Il s'adresse prioritairement à des cadres et à des managers publics qui sont en situation de réflexion sur leur parcours professionnel. Ça s'adresse à vous si vous souhaitez faire un point sur votre trajectoire professionnelle pour envisager un projet de mobilité, un projet de changement, quel qu'il soit. Ça s'adresse à vous aussi si vous vous sentez concerné par l'évolution professionnelle de votre équipe. Si vous êtes manager, vous êtes en principe concerné et intéressé par l'évolution et le développement des compétences de vos collaboratrices et de vos collaborateurs. Et ça s'adresse à vous si vous êtes un manager responsable, soucieux de votre progression à la fois sur un plan personnel et sur un plan personnel. Ça ne s'adresse pas à vous si vous êtes peu préoccupé par votre évolution professionnelle. Ça ne vous concerne pas si vous ne savez pas vous consacrer du temps, parce qu'on va voir que une stratégie gagnante, ça prend du temps et ça demande, comme je le dis souvent, une belle disponibilité physique et mentale. Ça ne vous concerne pas si vous n'êtes pas prêt à investir sur vous. Et ça ne vous concerne pas non plus si vous n'êtes pas prêt à réfléchir sur votre passé, votre présent et votre devenir professionnel. Et enfin, ça ne vous concerne pas, pour blaguer un peu et mettre de l'humour, si vous pensez qu'il est urgent de ne rien faire.
Alors, je rappelle, hein, pour les personnes qui nous attrapent en cours de route, peut-être, que évidemment, ce webinaire est prioritairement concerne prioritairement les cadres et les managers du public, mais vous êtes les bienvenus, les cadres et les managers du privé, puisque ça peut-être vous inspirer et vous pouvez aussi mettre en musique les clés que je vais vous proposer. Alors, qui suis-je? Peut-être 2 mots de présentation. Eh bien, je suis une entrepreneur associée depuis une douzaine d'années maintenant à mon compte. J'ai créé le cabinet CBR Conseil et Formation. Je suis en SCOP, en coopérative d'activité et d'emploi, qui relève de l'économie sociale et solidaire. J'aime bien résumer ma mission, comme je l'ai évoqué ici, en quelques mots: accompagner, former et conseiller pour professionnaliser les pratiques managériales, même si je n'interviens pas que sur des profils managers, et oser choisir la voie du sens. Oser choisir la voie du sens, c'est ma phrase de fétiche, c'est mon slogan, c'est une phrase qui résume assez bien à elle toute seule la posture, que je propose effectivement la plupart du temps dans mes interventions. Je me définis comme une facilitatrice qui encourage la conscience de soi, comme une co-créatrice qui tisse des possibles. Et j'agis aussi souvent en qualité de support conseil et de catalyseur. Et puis j'en suis à ma 4e transition professionnelle, donc je sais un peu de quoi je parle. Et je pourrais dire que ma 4e transition professionnelle est en cours, avec la preuve en est aujourd'hui ma transformation digitale depuis 1 an et demi, 2 ans. Alors, j'ai résumé ici en quelques mots une conviction qui m'anime et qui me porte depuis bien des années. Moi, je suis convaincue que nous possédons tous des ressources insoupçonnées, des richesses intérieures qui ne demandent qu'à être invitées pour donner le meilleur de nous-mêmes et pour nous permettre d'avancer, en fait, avancer sur notre chemin, à la fois dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle. Et c'est d'ailleurs sur ces ressources-là et sur ces potentialités-là que j'aide à activer, en fait, des possibles. Alors, sans plus attendre, les 5 clés d'une stratégie gagnante. La première clé: l'état des lieux de votre situation actuelle. Voilà. Il est absolument indispensable, avant de se lancer dans un projet de changement quel qu'il soit, de prendre le temps de vous pencher sur votre niveau de motivation, de vous pencher sur, au fond, là où vous en êtes, sur vos aspects satisfaction, insatisfaction. Donc voilà, qu'est-ce qui me motive encore dans les activités professionnelles que je mène aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne me donne plus satisfaction? Au fond, c'est la question du plaisir au travail et du sens au travail. Qu'est-ce qui fait encore sens pour moi? Qu'est-ce qui ne fait plus sens pour moi, qui ne me procure plus de plaisir et que j'ai envie de trouver ou de retrouver dans un prochain challenge professionnel, dans une prochaine étape professionnelle? Ça, c'est vraiment un point indispensable qui nécessite du temps, de l'investissement personnel, de l'investigation et de l'introspection, vous vous en doutez peut-être un peu, mais qui est absolument essentiel avant de commencer à aller plus loin. Donc, un point sur les motivations, bien comprendre vos leviers de motivation. Toujours dans cette première clé, une analyse de vos besoins. Où en êtes-vous du point de vue de vos besoins de reconnaissance, par exemple, reconnaissance avec 2 S d'ailleurs. Où est-ce que vous en êtes du point de vue de votre sentiment d'appartenance? Est-ce que vous êtes encore très attaché à la collectivité, à l'organisation, à l'administration dans laquelle vous travaillez aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez déjà fait un pas vers potentiellement autre chose? Est-ce que vous fonctionnez un peu, beaucoup, moyennement au challenge? Est-ce que vous avez des besoins de croissance
personnelle, de croissance intellectuelle, de croissance en termes également de résultats, pourquoi pas. Où est-ce que vous en êtes du point de vue de vos besoins matériels? On sait très bien que la sécurité matérielle, ça peut agir comme un frein et ça peut vous empêcher effectivement d'avancer. Où est-ce que vous en êtes de ce point de vue-là? On sait très bien que le fait d'être titulaire de son poste ou d'être en CDI plutôt qu'en CDD, eh bien, ça peut, dans un certain cadre ou dans une certaine mesure, vous empêcher effectivement d'avancer. Où est-ce que vous en êtes du point de vue de vos besoins d'épanouissement, de vos centres d'intérêt, etc., etc. Bref, il y a une investigation sérieuse et importante à faire du point de vue de l'analyse de vos besoins. Toujours dans cet état des lieux, je vous recommande de faire également un sérieux point sur vos savoir-faire. Il n'y a pas de projet d'évolution professionnelle quel qu'il soit sans véritablement investiguer en profondeur et sérieusement vos savoir-faire. Donc, quels sont les savoir-faire capitalisés par l'expérience depuis que vous êtes en activité professionnelle? Quels sont ceux qui peut-être sont en cours d'actualisation? Si vous suivez des formations actuellement, eh bien vous allez probablement développer de nouvelles compétences. Donc ça, c'est aussi important de d'en prendre conscience et de les formaliser, de les identifier en tout cas. Quels sont les savoir-faire à développer, à améliorer pour franchir le cap de la prochaine étape de votre évolution professionnelle? Et puis, il y a également un point à faire sur ce que l'on appelle vos soft skills, c'est-à-dire tout ce qui va relever de vos savoir-être, de vos ressources personnelles, de vos atouts, de vos qualités humaines. Donc, quels sont les soft skills à faire valoir? Quels sont les savoir-être à renforcer, à développer, à travailler pour demain être beaucoup plus en aisance avec les nouvelles orientations professionnelles que vous avez envie de donner à votre prochaine étape professionnelle. Ça, c'est vraiment la première clé. C'est un véritable état des lieux qui va nécessiter, je le répète encore une fois, du temps, de l'investissement, du discernement, de la lucidité aussi. Donc, c'est pas toujours évident de faire ce travail seul, mais en tout cas, on peut déjà défricher un petit peu le terrain sur ce que l'on a en réserve pour pouvoir effectivement franchir la prochaine étape. La deuxième clé, une fois qu'on a fait cet état des lieux, c'est de bien comprendre où vous en êtes dans votre positionnement dans le processus de changement. Parce que qui dit évolution professionnelle, encore une fois quelle qu'elle soit, dit forcément changement. Et je le vois et je le constate tous les jours, on n'est pas toujours très conscient de ce que ça veut dire s'engager dans un processus de changement. Alors je commencerai par le premier élément ici, d'aller un petit peu regarder aussi du côté de l'état de vos croyances. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui pour appréhender ce potentiel changement, cette prochaine étape de votre évolution professionnelle? Au fond, est-ce que vos croyances sont plutôt d'ordre stimulante, positive? Est-ce que vous croyez suffisamment en vous, en votre projet, quel qu'il soit, même si ce projet, il est encore de l'ordre de l'intention et du fantasme et qu'il est loin d'être très clairement défini. Mais c'est très intéressant d'observer déjà un peu votre posture par rapport à ça. Est-ce que vous êtes dans des croyances positive, stimulante, ou au contraire, est-ce que vos pensées sont colorées de limites? Est-ce que vous avez des croyances limitantes et nuisibles qui vous empêcheraient, qui vous font frein et qui déjà vous donnent une vision un peu sombre et pas forcément très porteuse de la suite à donner à votre parcours professionnel?
Donc, quelque chose qui voisine, qui cousine avec l'état de vos croyances, c'est ce qu'on appelle le mindset. Ce sont nos amis anglo-saxons et moi en particulier mes amis canadiens qui utilisent beaucoup ce concept du mindset. Le niveau de mindset, quel est votre niveau de mindset? C'est-à-dire en fait on y met un peu tout ce que je décris ici, l'empowerment. L'empowerment, je reprécise, sont des formulations anglo-saxonnes, mais on n'a pas véritablement de traduction valable en français. L'empowerment, c'est la capacité d'action. C'est cette capacité d'agir par soi-même et d'avoir un rôle actif sur ce qui se passe pour nous. Donc c'est lié évidemment au niveau de confiance en soi et à l'image et à l'estime que l'on a de soi-même. Ça fait aussi référence au regard que l'on porte sur les autres. L'idée, c'est peut-être aussi de vous pencher sur l'importance que vous accordez ou pas, le niveau d'importance que vous accordez au regard, à l'influence que les autres peuvent exercer sur vous et sur l'environnement. C'est-à-dire, quel est le pouvoir d'influence que vous accordez à vous-même sur la capacité à agir sur l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup colorer votre positionnement dans le processus de changement. Plus vous aurez le sentiment d'avoir un rôle actif à jouer sur votre parcours professionnel, dans votre parcours professionnel, plus vous aurez aussi la capacité d'y aller et donc de réussir. C'est très rapide ce que je vous dis là, ça peut paraître schématique, mais c'est véritablement des choses qu'on constate au quotidien. Troisième élément, les cycles de vie. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a, lorsqu'on s'intéresse à son évolution professionnelle, il y a quelque chose à aller regarder aussi du côté des étapes de notre vie professionnelle et personnelle. Nous fonctionnons tous, consciemment ou inconsciemment, avec des cycles de vie, et c'est très intéressant de regarder si là où vous en êtes dans vos cycles de vie personnels coïncide peu ou prou avec vos étapes de cycle de vie professionnel et vice versa dans les deux sens. Et où est-ce que vous en êtes dans vos cycles de changement? Alors je peux pas développer davantage ici, mais si ça vous intéresse, j'ai fait un live Facebook que j'ai mis en vidéo sur mon blog sur ce sujet-là, justement sur les cycles de vie professionnels et les étapes de carrière. Il y a des modélisations et des théories psychologiques très intéressantes et très puissantes sur le sujet, et je me suis appuyée sur ces modèles psychologiques et sur ces modélisations de théorie pour véritablement travailler aussi sur ces questions et créer des outils d'accompagnement aussi là-dessus. Voilà, donc clé 2, savoir véritablement où on en est dans un processus de changement. Est-ce que au fond on est en train de se raconter, pardonnez-moi l'expression, mais des histoires? Est-ce qu'on est en train de fantasmer sur une envie de changement, ou est-ce qu'on est véritablement déjà au clair, ou à peu près, en tout cas se donner les moyens d'être au clair sur ce vers quoi on veut aller? Troisième clé, je l'ai appelée ouvrir le champ des possibles. Alors là, c'est une fois qu'on a fait son état des lieux, une fois qu'on est au clair sur comment on se situe par rapport au changement, on va pouvoir ouvrir les portes et les fenêtres pour se mettre en quête. Alors, en quête d'information, en quête de documentation, parce qu'à un moment donné, il va falloir aussi aller regarder quels sont les secteurs d'activité qui recrutent. Quand on recrute, que ce soit dans le privé ou dans le public d'ailleurs, quels sont les profils qui sont recrutés et quelles sont les exigences des recruteurs, quels sont les métiers porteurs, les métiers pour lesquels on est en voie de disparition d'opportunités, quels sont les besoins du marché. Bref, il va falloir un petit peu se renseigner sur les attendus et les exigences des recruteurs, quelles que soient les cibles qui sont les vôtres d'ailleurs. Pour le marché privé, c'est exactement la même méthodologie. Une fois que vous vous serez mis en quête d'information et de documentation, il sera très intéressant aussi, et c'est un passage assez essentiel dans la construction d'un projet d'évolution professionnelle, de se mettre en quête de retour d'expérience.
Vous savez, ce sont ces témoignages, ces rencontres professionnelles que l'on suscite, alors des rencontres présentielles ou virtuelles, et le réseau LinkedIn est un des outils très très précieux qui permettent de se rapprocher justement de professionnels qui sont en activité aujourd'hui dans des postes, dans des métiers, dans des secteurs d'activité qui vous intéressent ou en tout cas pour lesquels vous auriez des appétences pour demain. Et l'idée, c'est justement de se confronter à cette réalité-là, la confrontation réelle, comme on dit dans notre jargon, de façon à investiguer d'un petit peu plus près ces potentialités-là. Est-ce que votre projet d'évolution professionnelle parle, fait écho enfin, vous allez pouvoir le mesurer, et faisable, hein, la faisabilité du projet, elle se mesure aussi à travers des rencontres et à travers des témoignages que vous aurez collectés. Donc, au fond, c'est aussi toute cette question d'activer ou de réactiver son réseau relationnel. Ça, c'est la troisième clé. Et c'est pas une mince affaire parce que ça nécessite encore une fois beaucoup de stratégie et beaucoup de détermination et de persévérance pour pouvoir effectivement creuser ce sillon-là. Quatrième clé, je l'ai intitulé rendre opérationnel votre projet de changement. Voilà. Il ne suffit pas en fait d'avoir un projet voilà à peu près clair dans sa tête, de l'avoir défini en termes de possibles à travers des compétences vérifiées, etc. D'avoir rencontré des professionnels, il est ultra important de formaliser son projet. En tout cas, moi je vous recommande, je vous conseille de formaliser votre projet. Alors moi j'ai mis au point évidemment dans mes accompagnements des fiches projets qui permettent de dresser un profil, si vous voulez, de profiler un peu votre projet selon un certain nombre de modalités et de facteurs. Mais c'est toute la partie structuration du projet en fait. Et vous allez voir que vous aurez besoin de cette formalisation-là pour ensuite en parler aisément. Parce qu'il va falloir le communiquer, votre projet. Il va falloir l'échanger, le partager, encore une fois, le confronter au réel. Et c'est vrai que le passage à l'écrit, la structuration des pensées, comme chacun sait aussi, elle se fait grâce à la rédaction, grâce à l'écriture aussi. Une fois que vous aurez formalisé votre projet, eh bien, vous allez poursuivre l'évaluation de la faisabilité de votre projet avec cette confrontation au réel. Alors, il y a tout un tas de dispositifs qui existent et puis il y a ceux qui n'existent pas mais qu'on peut inventer et qu'on peut créer. Et j'ai la chance, moi, de connaître des collectivités ou des administrations publiques qui ont mis en place, depuis peu, mais qui ont mis en place des stages d'immersion, des contrats de transition professionnelle. Je discutais encore dernièrement avec une collectivité qui a depuis peu mis en place des contrats de transition professionnelle. Donc c'est complètement merveilleux, qui vous permettent en fait pendant 1, 2 ou 3 mois d'aller au sein de la même collectivité faire une expérience de poste dans un autre service, une autre direction pour tester effectivement votre projet, pour tester la représentation que vous avez peut-être du métier ou du poste, et puis ensuite avoir la possibilité, le droit à l'erreur, de revenir si toutefois les constats et le test n'étaient pas concluants, de revenir à votre poste précédent. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Il y a aussi des dispositifs plus courts qui s'appellent les Vie ma vie, que certains doivent tout à fait connaître et même pratiquer dans vos organisations. Donc ce sont des dispositifs qui permettent pendant un jour ou deux, voire quelques jours, même chose, d'aller en immersion dans un service, dans une direction, dans une famille professionnelle nouvelle, pour appréhender aussi ceci de l'intérieur. Voilà, et puis on ne pourrait pas terminer cette clé 4, rendre opérationnel son projet de changement, sans élaborer une feuille de route. En tout cas, moi je vous le conseille, c'est comme ça que j'aime travailler avec les personnes que j'accompagne, c'est vraiment de construire cette feuille de route en mettant en place un plan d'action, en formalisant des objectifs. Alors des objectifs, c'est vous qui vous les définissez, hein, opérationnels à court, à moyen et à long terme. Hein. Parfois, il y a des personnes qui peuvent aussi se fixer des objectifs d'évolution professionnelle, de gestion de parcours sur 2, 3, 4 ans. Hein.
Plus ça me paraît compliqué. Alors, si vous arrivez à vous projeter à plus de 5 ans, c'est merveilleux et tant mieux, je vous en félicite. Ça me paraît compliqué parce qu'aujourd'hui, on est quand même en mode agile, pour utiliser un terme à la mode. Mais ce qu'on vous demande, c'est effectivement d'être toujours en réactivité et même parfois en proactivité par rapport aux évolutions des organisations et du marché du travail. Donc, avoir un projet à 5 ans, ça veut dire aussi une capacité à le remettre en question, à le réajuster. Donc cette formalisation et cette feuille de route, elle va permettre aussi d'envisager les obstacles, hein, parce qu'il faut être aussi lucide. Tout ne va pas être facile, ça ne va pas aller de soi. Réussir une évolution professionnelle, quelle qu'elle soit, ça veut dire accepter aussi une part de risque, ça c'est incontournable. Ça veut dire accepter des erreurs, vous en ferez. Ça veut dire peut-être rencontrer des obstacles que vous n'aurez pas prévus et que vous n'arriverez pas forcément tout de suite à dépasser. Donc ça veut dire aussi peut-être des échecs. Ça fait partie d'un processus de changement. Donc ça veut dire aussi l'intégrer. Alors bien sûr, on peut anticiper un certain nombre de freins, on peut envisager des obstacles et trouver l'argumentation, les solutions qui permettent de contrecarrer, mais tout n'est pas évidemment possible. Il y a toujours cette part d'inconnu, cette part d'imprévisibilité qui fait qu'à un moment donné, on réagit aussi en fonction des situations rencontrées. Voilà pour la 4e clé et je terminerai par la 5e clé qui n'est pas des moindres non plus, c'est l'outillage en fait. L'outillage, c'est investir dans le marketing de soi. Alors ça, c'est une étape absolument importante aussi. C'est d'avoir les bons outils de communication comme je l'explique ici, passer du savoir-faire au faire savoir. Donc ça suppose avoir un CV, une offre de service complètement à jour. Hein, vous laissez de côté, vous laissez tomber le CV version années 70 ou années 80. On est dans une logique d'offre de services, d'offre de compétences et non plus de dossier de candidature. Hein. Donc ça, c'est complètement obsolète. Donc il faut vraiment se mettre en position d'offreur et non plus en position de demandeur. C'est avoir un profil LinkedIn qui tient la route. Donc soit vous êtes déjà sur LinkedIn et vous êtes actif, tout va très bien. Il suffira de l'actualiser, de le renforcer, de le rendre encore plus un produit de marketing de soi. Soit vous n'avez pas encore un profil LinkedIn tout à fait adapté à votre objectif et donc y travailler. C'est savoir apprivoiser les réseaux sociaux comme je le fais moi-même depuis seulement 2 ans. Donc j'étais anti-réseaux sociaux il y a encore 2 ans et j'ai fait beaucoup de travail sur moi et beaucoup de progrès. Je me suis fait aider par les meilleurs pour effectivement appréhender ces outils-là et aujourd'hui en faire des amis de façon et de les utiliser de façon éthique aussi. C'est bien sûr soigner son personnel branding, hein, comme on dit, pour travailler sa e-notoriété et son image. Et puis, c'est se préparer aux entretiens de recrutement, qu'il s'agisse d'ailleurs de mobilité interne ou de mobilité externe. C'est aussi savoir adopter les bonnes techniques, les bonnes postures pour savoir appréhender le marché des recruteurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Et donc, toute cette investigation, tout cet investissement à faire sur l'exploitation de son réseau relationnel. Voilà, s'outiller pour appréhender avec le plus de stratégies puissantes possible la partie communication, le fameux faire savoir comme j'aime le dire, investir dans le marketing de soi. Alors pour résumer les 5 clés, je vous ai représenté ici la courbe du changement avec donc la première clé, l'état des lieux, le diagnostic. La deuxième clé, bien comprendre où on se situe dans le processus de changement. Ensuite, ouvrir les portes et les fenêtres, hein, ouvrir le champ des possibles. Rendre le projet opérationnel. On est dans une phase de structuration, de formalisation, d'analyse et de mesure de la faisabilité. Et la 5e clé, les outils du marketing de soi.
Voilà globalement les 5 clés que je vous propose. Alors, à ce stade de ma présentation, je dirais que vous avez le choix. Je vous offre la possibilité de profiter de mon cadeau du moment. Ça veut dire obtenir un entretien avec moi, un entretien découverte gratuit d'une 30aine de minutes pour explorer votre besoin, voir ensemble la formule qui serait la plus adaptée à votre situation. Vous avez la possibilité de prendre rendez-vous tout de suite en cliquant en haut pour prendre rendez-vous avec Corinne. Cliquez ici. Vous avez un calendrier qui va vous permettre de poser déjà la date, le jour qui vous convient le mieux dans les disponibilités que je vous propose. Voilà, si vous avez envie d'être accompagné par une experte pour lever peut-être vos peurs, vos incertitudes. Il y en a toujours des freins, des questionnements. Il y a ceux qu'on va réussir à dépasser seuls et puis il y a ceux qui peuvent véritablement faire frein et vous empêcher de poser le premier pas, parce que comme chacun sait, c'est quand même le premier pas qui coûte le plus. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire aider pour suivre une méthode qui a fait ses preuves et qui vous fera gagner du temps et de l'énergie et de l'efficacité, qui vous donnera aussi voilà l'énergie et l'élan nécessaire pour véritablement vous engager dans un joli projet d'évolution professionnelle, engageant avec enthousiasme, etc. Eh bien, je me ferai un plaisir de vous y accompagner. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous en cliquant directement ici sur le bouton rouge pour prendre rendez-vous avec Corinne. Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et puis, dans tous les cas de figure, ce que je demande vraiment gentiment avec voilà, avec humilité à toutes les personnes qui nous ont qui m'ont écouté jusqu'à la fin, c'est dans tous les cas de figure de me donner du feedback. C'est mon premier webinaire, donc aussi bien sur le fond que sur la forme. J'ai probablement encore besoin de progresser, donc n'hésitez pas à me faire un feedback toujours constructif, critique mais bienveillant sur à vos yeux ce que je pourrais encore améliorer pour être eh bien encore plus efficace et performante dans ce genre d'exercice. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention. Vous êtes restés a priori jusqu'au bout, donc c'est plutôt sympathique. Et nous allons pouvoir démarrer maintenant le moment des questions et des réponses. Alors, je passe en revue les éléments du chat. Voilà. Alors, si j'arrive à trouver le bouton qui va bien. Je vois, c'était clair, agréable aussi. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas descendre plus loin, donc ce qui suppose qu'il n'y a pas... Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On a un petit peu de temps devant nous. Questions, commentaires, ça peut être tout simplement présentation courte et efficace. Merci beaucoup. Investir sur soi. Alors attendez, hop, il faut que je remonte un petit peu, que je puisse voir. Je suis arrivée avec retard. Il n'y a pas de souci. C'était clair, précis, efficace. Merci beaucoup. Hop, je remonte un peu. Ok. Oui, investir sur soi, ça a plusieurs sens. Ça veut dire investir en temps, investir en disponibilité. Je disais un petit peu plus tôt, investir en temps, disponibilité physique, parce que ça demande du temps à se consacrer à un projet d'évolution construit qui fonctionne. Ça demande de l'énergie, ça demande de la disponibilité mentale, et puis peut-être aussi un peu un investissement financier si vous voulez vous faire accompagner par un expert. Donc c'est tout ça, investir sur soi en fait. Ça ne va pas se faire, comme je le dis pour plaisanter, parfois en 3 coups de cuillère à peau. Vous avez indiqué avoir réalisé des vidéos supplémentaires sur le cycle de vie. Pouvez-vous nous en indiquer le lien? C'est sur mon blog cbrconseil.fr. C'est sur mon blog cbrconseil.fr. Vous avez mon site internet et vous avez un onglet blog. Et sur mon blog, vous avez des articles et vous avez quelques vidéos. Alors, j'ai pas encore eu beaucoup de temps, suffisamment de temps pour mettre tout ce que je veux, mais j'y arrive petit à petit. Et j'ai fait un live Facebook il y a quelques mois sur ces histoires de cycle de vie professionnel par tranche en fait, 20, 30 ans, 30, 40, 40, 50, etc. Je crois que je me
suis arrêtée à 60 ans. J'avais prévu de faire après 60 ans et puis je ne l'ai pas fait. Mais ça vous donne effectivement déjà des indicateurs et des indications. Ok, je comprends mieux, merci. D'accord. Effectivement, sur la clarté, je n'arrive pas bien à lire, et l'efficacité. Cela donne envie de se lancer. Ok, merci Caroline. Vous avez commencé en disant que votre présentation concernant les cadres dans le public. Quelle est la différence avec les cadres dans le privé? Oui. Alors, sur la méthodologie, il n'y a pas vraiment de différence. La différence, elle va se trouver sur le point. Je réponds à la question qui m'a été posée. Voilà ici. Sur la méthodologie, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que voilà, j'étais en train de dire sur la clé qui concerne l'exploration, l'ouverture des possibles. Là, évidemment, on ne s'adresse pas aux mêmes conditions de recrutement, par exemple. Donc, c'est vrai qu'en termes de stratégie de communication, sur le marketing de soi, il peut y avoir quelques variantes à appréhender le marché du travail dans le secteur privé, sur les exigences des employeurs aussi. Mais si vous voulez, sur la démarche stratégique, on est dans les grandes lignes sur les mêmes postulats. J'essaye de descendre encore un petit peu. Il va falloir penser. Oups. Alors, je remonte un peu les questions. Il va falloir penser à faire au-delà des 60 ans. Oui, tout à fait. Absolument. Donc peut-être que je vais devoir faire la dernière vidéo sur la tranche 60-70 ans. Je vous reçois 5 sur 5. Ok. Ok. D'accord. Alors, je ne sais pas si j'ai fait le tour des questions. Accéder au premier message non lu. Alors, j'ai peut-être oublié des questions. Je repars depuis le début. Pardon, hein, mais je tâtonne parce que je découvre moi aussi cet aspect technique. Voilà. Investir, ça j'ai répondu. Ok. Alors, voilà. Bien écoutez, je pense... Un CV version 2020, c'est quoi finalement? Oula, alors là, il faudrait 1 heure pour répondre. En tout cas, en quelques mots, un CV version 2020, c'est quoi? C'est un CV qui, en quelques secondes, donne envie, attire l'attention. Vous savez qu'il y a 2 objectifs principaux pour faire un bon CV, c'est retenir l'attention. Donc créer de l'attractivité, retenir l'attention, de façon à donner envie aux recruteurs de vous contacter. On ne recrute personne sur un CV. On recrute après le ou les entretiens de recrutement, après la rencontre entre le candidat ou la candidate et le recruteur. Un CV, c'est un outil qui sert effectivement à créer de l'attractivité. Donc créer de l'attractivité. Et la deuxième raison, c'est l'objectif principal en fait, c'est donner envie de vous contacter. Un bon CV, un CV performant version 2020, c'est un CV qui est suffisamment explicite sans être trop développé, trop détaillé, puisque on ne raconte pas tout sur un CV. On sélectionne, on élague, et souvent c'est cette partie qui est un petit peu difficile, c'est qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, mais c'est toujours évidemment en lien avec le projet et l'objectif qui est à poursuivre en fait. C'est un CV aussi qui met l'accent sur une certaine forme, pardon, mais de marque d'emballage quoi en fait, hein, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui et de plus en plus on est aussi dans une société d'image et que le CV qui est pas très accrocheur parce que le graphisme est un peu poussiéreux, qui manque de relief, qui manque un petit peu de piment, un peu de peps, désolé, mais ça compte aussi puisqu'on sait très bien que la forme compte autant que le fond. Donc un fond attractif qui n'en dit pas trop mais qui en dit suffisamment pour donner envie de vous contacter, et une forme attractive aussi par sa présentation. Je dis toujours attention à ne pas donner trop dans l'originalité et d'avoir une originalité créative mais maîtrisée.
justement, hein, pour que ça ne déborde pas, surtout dans la fonction publique où on s'attend quand même à ce que vous ayez une certaine sobriété, je vais le dire comme ça. Faut-il nécessairement passer par un bilan de compétences ou existe-t-il des grilles de positionnement bilan disponibles? Alors, moi, je peux vous parler du bilan de compétences parce que je suis assez à l'aise avec ça. J'ai été dans une autre vie praticienne pendant plus de 20 ans en bilan de compétences et même dans une autre vie, j'ai créé un centre de bilan de compétences. Je ne pratique plus le bilan de compétences pour la simple et bonne raison que, attention, c'est un très beau produit, c'est un très bel accompagnement à condition qu'il soit bien fait. Évidemment, ça va dépendre des compétences et des qualités de l'intervenant, bien sûr, comme tout. Mais ce que j'ai trouvé très limitant dans le bilan de compétences, c'est pour ça que moi je vais beaucoup plus loin avec mes accompagnements en transition professionnelle, c'est que le bilan de compétences, même quand il est très bien fait, il se limite à un point sur et parfois très très approfondi, hein, mais sur vos savoir-faire, vos savoir-être, vos motivations, etc. En fait, le point 1 que j'ai évoqué, ce que je reproche quelque part au bilan de compétences, en tout cas les limites que moi j'y ai vues dans ma pratique, hein, ça n'engage que moi, enfin je suis pas tout à fait la seule à le penser, c'est qu'on va pas sur la détection des potentiels en fait. Le bilan de compétences, il ne va pas jusqu'à la détection des potentiels. Et moi effectivement, j'ai intégré dans mes accompagnements des méthodologies actives qui permettent de travailler l'identification du potentiel, la détection du potentiel, pour aller effectivement un peu plus loin et investiguer plus en profondeur. C'est une des raisons, enfin une des différences, mais il y en a d'autres. Mais voilà. Alors oui, il existe probablement des grilles de positionnement. Il y a toute une littérature abondante sur comment faire son auto-bilan, faire un point sur où vous en êtes aujourd'hui, etc. Bien sûr. Bien sûr. Après, chacun reconnaîtra les limites de ce genre d'outils, mais ça peut être déjà intéressant de commencer par, je disais tout à l'heure, débroussailler, un peu défricher cette partie-là, et puis ensuite de voir où ça vous amène. Si ça vous permet d'avoir déjà suffisamment d'éclairage pour faire un choix de pistes d'évolution, très bien, impeccable, parfait. Il y a d'autres, voilà, il y a d'autres soucis qui peuvent se poser en cours de route. C'est-à-dire que parfois vous avez, moi je le vois bien, les personnes qui viennent vers moi, qui peuvent parfois, pour certaines d'entre elles, avoir déjà une idée de projet assez ciblés, mine de rien, mais qui savent pas par quel bout prendre le sujet, quoi, hein, et qui viennent chercher un accompagnement pour y voir plus clair et poser les étapes les unes derrière les autres. Parce que quoi qu'on en dise, il y a une méthode, il y a une chronologie des choses, il y a un certain nombre d'étapes à franchir et des étapes à ne pas griller non plus, pour ne pas se griller non plus, hein. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question sur le bilan de compétences et sur les grilles. Comme concernant le passage public-privé, voyez-vous beaucoup d'exemples dans vos accompagnements? De plus en plus. Je ne tiens pas de statistiques, hein, mais de plus en plus, ça fait 12 ans que je fais à mon compte de l'accompagnement dans ce sens-là. Et avant, j'étais aussi à peu près dans le même métier, mais en salarié, en consultante salariée. Oui, 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 de plus en plus, oui, oui, de plus en plus. Alors bon, les raisons sont multiples, hein. Souvent, ce qui est invoqué, ce qui est évoqué, c'est la question des valeurs. Je m'y retrouve plus. Les raisons pour lesquelles, il y a 15, 20, 30 ans, je suis entrée dans la fonction publique, quelle qu'elle soit, d'ailleurs d'État, hospitalière ou territoriale. Eh bien, ce ne sont plus, voilà, je n'arrive plus à trouver satisfaction sur ces raisons-là. Ça peut être ça. Ça peut être la complexité aussi des organisations, voilà, la lourdeur pour certains, bien sûr, hein, pas de généralisation, mais la lourdeur des processus de décision, les relations hiérarchiques qui ne donnent plus tout à fait satisfaction à certaines personnes. Bref, les raisons sont multiples, mais en tout cas oui, pour répondre à la question, je constate moi de ma fenêtre, de mes pratiques, de plus en plus
de passage comme ça, où des gens du public prennent dans un premier temps une mise à dispo, voilà, une disponibilité. Enfin, il y a toutes ces formules qui permettent à un moment donné de faire une passerelle sans sauter directement vers l'univers du privé. Vous avez des personnes qui aussi enclenchent, je vois ça de plus en plus, des reprises de formation longues. Là, j'ai terminé un coaching avec une personne qui, une cadre territoriale, 45 ans, dans le domaine de l'action sociale, qui est en train de faire un master 2 en ingénierie de la formation, et qui, voilà, qui reprend des études longues. Alors, il y en a pour 1 ou 2 ans en faisant une VAE, etc. Mais c'est un vrai choix. Voilà, c'est un vrai projet avec derrière toute une réflexion en amont et derrière pour aboutir. Oui, oui, tout à fait. Ok, merci beaucoup pour ces informations. Je vous remercie. Quelles seraient les pistes d'action envisagées pour bien anticiper le cas où la démarche d'évolution ne fonctionnerait pas? Vous avez parlé d'accepter les erreurs, les obstacles. Alors, ça, c'est un petit peu trop personnalisé. Je pense qu'il faudrait, la personne qui me pose cette question, Émilie, si vous voulez qu'on évoque ça, je pense que c'est mieux que vous preniez rendez-vous et qu'on voit ça personnellement, parce que c'est trop vague et ça vous demanderait, je crois on va clôturer, donc ça demanderait effectivement un petit peu trop de développement. Donc je vous invite avec plaisir à prendre rendez-vous avec moi et Émilie, on pourra évoquer tout ça de façon beaucoup plus précise. La fonction publique est-elle toujours attirante pour vous? Alors, est-elle toujours attirante pour vous? Est-ce que je comprends bien la question? Je vais la reformuler et vous me dites si ça correspond au sens que vous voulez lui donner. Si je comprends bien, vous êtes en train de me demander si j'estime que la fonction publique est encore attirante pour des cadres qui voudraient. Oui, c'est ça, voilà, ok. Alors, moi, je pense qu'elle est encore attirante, mais qu'elle a besoin de travailler beaucoup comme on dit, sa marque employeur. Hein. C'est un terme un peu à la mode, mais je pense qu'il y a des efforts sérieux, mais il y en a qui sont déjà faits, hein, des efforts certains qui sont faits par certaines collectivités pour véritablement mettre l'accent sur la marque employeur. Alors la marque employeur, c'est pas simplement une histoire de on fait joli en ayant une vitrine voilà de communication et un affichage en communication. C'est un petit peu plus fin que ça. Vous le savez très bien. C'est l'ambiance de travail, c'est le climat social, c'est la réputation de la collectivité à travers des modes de management, c'est la qualité de vie au travail, c'est tout ce qui va être fait sur la prévention des risques psychosociaux, voilà, et j'en passe, hein, pour ne parler voilà à chaud que de ce qui me vient à l'esprit. Donc oui, une fonction publique qui saura mettre en avant, mais qui saura véritablement créer des dispositifs avec du contenu, avec du sens et en intelligence collective, donc en impliquant de plus en plus les cadres et les managers en concertation étroite, oui. Elle va créer de l'attraction de l'attractivité pour les jeunes cadres. Moi, j'ai la chance d'intervenir en prépa FIA, donc les formations d'intégration des cadres A, les cadres qui viennent de réussir le concours ou l'examen professionnel d'attaché et qui vont intégrer une fonction d'attaché, d'encadrement ou pas d'ailleurs. Eh bien, je vois bien. Enfin, moi, je suis une optimiste, hein, une réaliste, mais j'ai beaucoup d'espoir pour la future fonction publique territoriale, pour ne parler que de celle-là, de demain, parce que effectivement, ils ont des attentes. Je crois que vous le savez aussi, ils ont des attentes très différentes dans leur rapport au travail, dans leur rapport à leur emploi, et ce qu'ils attendent de leur employeur, c'est qu'ils, notamment dans les modes de collaboration et les modes de management, c'est que cet employeur intègre ça aussi, hein, avec le respect de cette qualité de vie au travail. Donc, moi, je pense que c'est possible et il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer par les collectivités ou les administrations publiques qui voudraient rester attractive ou devenir encore plus attractive. Il y a une vraie carte à jouer en travaillant sur ces aspects-là, sur ces indicateurs-là. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question.
Alors, je prends une toute dernière question parce qu'on a un petit peu fait exploser le timing et la salle va être à nouveau occupée ensuite. Donc, je ne voudrais pas prendre voilà trop de place. Donc, une toute dernière question et je vous ferai mes adieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'avoir été présent et de m'avoir suivi. Merci pour ces échanges. Bien, écoutez, je passe en revue les derniers éléments. Je ne vois plus rien d'autre. Voilà. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Donc j'espère le plaisir de. C'est très gentil, Émilie, c'est très gentil. J'espère que j'aurai le plaisir de vous avoir au téléphone prochainement et que vous avez pris rendez-vous pour qu'on puisse poursuivre cet échange et que je puisse peut-être plus précisément répondre à des questions qui concerneraient plus votre situation personnelle à vous. Voilà, écoutez, merci beaucoup. C'était une première, il en faut toujours une. C'est pour moi le début d'une nouvelle aventure avec ces outils du web. Vous voyez, c'est magique. Je n'ai pas regardé si nous avions des amis qui nous venaient du Maroc, d'Algérie, etc. Donc, je vais vérifier tout ça. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre présence. Je vous dis au revoir, à très très bientôt. Restez en lien avec moi si vous le souhaitez, profil LinkedIn, blog, etc., Facebook, de façon à me suivre et à être informé puisque c'est une masterclass avec les nouveaux webinaires qui vont se profiler. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.